Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez entendu Bruno Le Maire, j'imagine, qui veut baisser au plus vite, nous dit-il, les impôts pour les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros, mais pas avant 2025. Je me suis dit, ça vous fait sourire au plus vite, mais pas avant 2 ans. En fait, il y a un énorme décalage entre le discours et la réalité. On nous avait dit que normalement, ce budget, c'était la fin du quoi qu'il en coûte, avec un effort de rigueur sur les dépenses et qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. En réalité, on s'aperçoit que... On ne sait pas encore. Tout n'a pas été tranché. Oui, mais on voit très bien que les économies présumées sont en train de se réduire beaucoup. On ne parle plus de tout ce qui concernait les arrêts maladie ou les franchises sur les médicaments. Finalement, il n'y aura comme seul effet que l'arrêt des subventions sur les carburants, vraisemblablement. Énergie. Et sur les impôts, je crois qu'il y a un tour de passe-passe, c'est-à-dire que, comme vous savez, il y a les impôts et puis il y a la parafiscalité ou les taxes. Et donc, sur les impôts et les prélèvements obligatoires, en fait, l'inflation les augmente et par ailleurs, on va vers une explosion des taxes. On l'a vu, la taxe foncière, l'augmentation est gigantesque. Donc la suppression C'est la faute des communes ou c'est la faute de la suppression de la taxe d'habitation? C'est la faute de la suppression de la taxe d'habitation, plus d'un certain nombre de mairies qui ont une gestion complètement déraisonnable, Paris étant évidemment un cas pathologique. Mais on a aussi tous ces projets sous prétexte de fiscalité environnementale, de taxes sur les aéroports, de taxes sur les billets d'avion, de taxes sur les autoroutes. Or tout ça, si vous voulez, il faut bien comprendre que dans la taxe sur la vache, ce n'est pas la vache qui paie la taxe. Et donc, quand on dit qu'on va imposer les sociétés, évidemment, ça n'a aucun sens. En réalité, tout ça, ça va être payé par les Français. Et on s'aperçoit que toutes ces taxes ne cessent d'augmenter. Alors, c'est vrai que juridiquement, ce ne sont pas des impôts. Mais en revanche, évidemment, les recettes publiques, elles augmentent considérablement. Donc, on a ce double tour de passe-passe. Et en fait, sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des taxes qui sont simplement destinées à combler les trous du budget. Et donc, en réalité, on continue à taxer plus pour pouvoir dépenser plus. Parce qu'on ne s'attaque pas vraiment à la dépense. En même temps, reporter à 2025 ces baisses d'impôts pour les classes moyennes, c'est le signe que le gouvernement va faire preuve de plus de sérieux budgétaire, alors qu'on est proche de 5% de déficit public. C'est aussi compréhensible, non? Vous qui appelez à du sérieux budgétaire? Oui, mais le sérieux budgétaire, c'est pas... Sur la dépense, pas sur les... Le sérieux budgétaire, c'est pas 5% de déficit. On va être quand même le pays de la zone euro qui aura les finances publiques les plus dégradées. Ouais. Donc, et en même temps, 2 milliards d'euros, ce n'est pas une grosse enveloppe. L'OFCE a fait son calcul. 2 milliards d'euros de baisse ciblée sur celles et ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros. C'est 15 euros par mois de gain. Oui, bon, c'est même pas... c'est toujours le... Ça de prix, mais c'est pas non plus... Non, mais, si vous voulez, les recettes publiques, donc c'est très simple, hein, les dépenses publiques, c'est 58% du PIB. Les recettes publiques, on enlève 5, donc les recettes publiques, c'est 53% du PIB. Et donc c'est gigantesque. Donc 2 milliards là-dedans, c'est effectivement une goutte d'eau dans l'océan. Et surtout, ça va être plus que compensé par l'augmentation des taxes foncières. Le problème aussi de la fiscalité française, c'est qu'en réalité, il n'y a que ceux qui payent vraiment les impôts, c'est 20% de la population. C'est de plus en plus concentré et ceux-là sont de plus en plus imposés. Après, Bruno Le Maire a refusé une toute nouvelle ristourne de 15 centimes, de 12 centimes, de 20 centimes sur les carburants. Je crois que c'est 15 centimes demandés par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, au motif que ça coûte trop cher aux finances de l'État. Il a reparlé du chiffre ce matin de 20 centimes de ristourne égale 12 milliards d'euros de coûts pour les finances publiques. Qui a raison entre Xavier Bertrand et Bruno Le Maire? Non, mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que la seule baisse, la seule économie, c'est la suppression de cette ristourne. Donc c'est vrai que et le coût est gigantesque. C'est pratiquement c'est plus qu'un demi-point de PIB. Donc l'effet est très important et c'est la seule mesure d'économie. Donc et par ailleurs, c'est vrai que ce qu'on a vu dans les 2 dernières années, c'est quand même très paradoxal de voir
des pays développés qui n'ont cessé de faire la leçon aux pays de développement en leur disant qu'il fallait supprimer les économies sur les carburants et particulièrement les fossiles. Et dans le monde développé, on a eu plus de 1000 milliards de dollars de subventions. Donc subventionner... D'autant qu'on prône la transition, l'accélération de la transition énergétique tout en subventionnant... Donc subventionner la consommation de pétrole, c'est quand même particulier. Enfin, c'est de l'argent public vraiment très mal investi. C'est pour aider les Français à boucler les fins de mois et à alléger le fardeau du carburant quand on remplit le carburant dans sa voiture. Oui, mais si vous voulez, derrière... Quel est le problème structurel? Le problème structurel, c'est que la paupérisation de la France, qui est maintenant spectaculaire, fait que l'État participe de plus en plus aux revenus des Français, avec l'énorme machine des transferts de 34% du PIB. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une spirale d'appauvrissement, c'est-à-dire plus le pays s'appauvrit à cause du montant des taxes et des charges sociales, donc les Français s'appauvrissent et l'État compense avec de multiples aides, tout ça en s'endettant. Et je rappelle que quand même depuis 2017, on est à plus de 700 milliards de dettes supplémentaires. Ce qui est extravagant. Il y a eu la crise Covid, la crise sanitaire, il y a eu la guerre en Ukraine, il s'est passé des choses quand même. Oui, mais c'est beaucoup plus que dans les autres pays. Et par exemple, si on regarde la moyenne de la croissance de la France, on fait mieux que l'Allemagne, mais depuis 2019, et donc ces événements, on est autour de 1,5% de croissance, et c'est 3,3% dans la zone euro. Donc par ailleurs, on ne fait pas mieux que les autres. D'ailleurs, vous dites souvent que la France est l'homme malade de l'Europe, vous l'avez écrit encore, je crois, dans le Figaro il y a quelques semaines, et en même temps, cette semaine, on a l'influent magazine allemand Der Spiegel qui titre « La France, l'Allemagne en mieux ». Là, je me suis dit, il n'est pas un peu trop dur, Nicolas Bavrez, dans son jugement? On fait plus de croissance qu'ici, l'électricité est 2 fois moins chère en France qu'en Allemagne. Non, mais alors, à très court terme, c'est toujours la même chose. À court terme, c'est vrai que depuis 2019, ce que je rappelais, la croissance française a été supérieure à celle de l'Allemagne. C'est vrai que la France a un énorme problème de modèle économique, de décroissance par la dette, et l'Allemagne a un énorme problème de modèle économique, puisque le modèle allemand était fondé sur d'abord le gaz russe bon marché et la délocalisation en Europe centrale et orientale avec des salaires plus faibles, et ensuite l'exportation vers les BRICS, particulièrement la Russie, mais surtout la Chine. Donc aujourd'hui, ce modèle, clairement, il a des difficultés. Là où je pense que cet article dit exactement l'inverse de l'interprétation générale qui en est donnée, c'est que pour moi, cet article, par le Spiegel, c'est la marque que, contrairement aux Français, les Allemands sont précisément sortis du déni sur leurs difficultés et commencent à vouloir les traiter. On l'a vu avec l'appel quand même très fort des entreprises allemandes, le fait que la coalition est une coalition effectivement faible, hétérogène, mais qu'ils commencent à se mettre en ordre de bataille. Et je rappelle que l'Allemagne... homme malade de l'Europe, c'était ce que tout le monde écrivait et disait à la fin des années 1990. Ouais, et ils se sont remis en question très fortement. Et la Merkel, avec Schröder, c'est avec Schröder d'ailleurs. Avec Schröder, Madame Merkel a été en réalité une très mauvaise dirigeante. Elle a géré le legs de Schröder. Alors elle a géré le legs, mais elle a pris des décisions catastrophiques sur le nucléaire, sur les migrants, quand on regarde le vrai bilan, évidemment sur la Russie, ce qui était paradoxal. Mais donc, pour moi, cet article du Spiegel, c'est la marque que les Allemands commencent à se mettre en position de traiter leurs problèmes. Nous, on en est toujours extrêmement loin. Donc s'ils le font vraiment, en réalité, on va très vite de nouveau. Et je rappelle que l'Allemagne, c'est 70% de dette publique. Donc eux, ils ont de vraies marges de manœuvre financières. On le voit avec, par exemple, sur la réindustrialisation, sur les gigafactories, 10 milliards sur la seule usine d'Intel. Et l'Allemagne a les moyens de faire ça. Là où nous, on met 3 milliards. Oui, dans le meilleur des cas, et on ne pourra pas le continuer très longtemps. Ce qui vous inquiète aussi, Nicolas Bavrez, ce sont les mouvements de protestation à répétition qu'on a en France. Mais j'ai envie de vous dire, il y a d'autres pays aussi qui connaissent ça. Non, mais bien sûr, ce n'est pas le monopole de la France.
là où je pense que la France est quand même dans une situation très particulière, et là on est les seuls, c'est que finalement, quand on regarde la dernière décennie, on est les seuls où on a quand même eu la vague des attentats, et donc derrière quand même une partie de la population musulmane qui est en tout cas qui est en rupture avec les lois de la République, et on le voit encore aujourd'hui avec les polémiques sur l'abaya, et une partie qui est prête à basculer dans la violence. Ensuite, on a eu les Gilets jaunes, donc la France périphérique. Ensuite, on a eu le mouvement des retraites, classe moyenne et fonction publique qui se sont effectivement déclassées. Et enfin, on a eu les émeutes urbaines, avec des émeutes urbaines qui sont très différentes de celles de 2005, parce que c'est 500 villes, c'est beaucoup dans les villes moyennes, c'est sur tout le territoire, et c'est avec, ça n'est plus seulement dans la périphérie, ça cible les centres-villes, ça cible tous les symboles de l'autorité, ça se traduit par des pillages massifs de magasins, et donc... aucune réponse politique n'est apportée. On est les seuls à avoir vécu ce 4 types d'événements qui montrent quand même une société extrêmement fragmentée, et par ailleurs une libération de la violence qui est très inquiétante, et pour l'instant, il n'y a pas de réponse politique. D'un retour donc de l'ordre, de l'autorité de l'État en tout cas, et du respect de Oui, mais la République, au-delà, si vous voulez, valeurs, évidemment qu'il faut revenir à l'ordre, évidemment qu'il faut avoir de la croissance, mais derrière surtout, ce qui est frappant... Enfin, ça a duré 6 jours, ça a duré 6 jours, c'était très violent, mais ça n'a duré que 6 jours. Ça a duré 6 jours, mais vous voyez aujourd'hui avec les annonces qui sont faites par les assureurs que l'importance des dégradations... 700 millions d'euros. C'est extrêmement impressionnant. Et que, y compris par exemple la mutuelle qui assure les collectivités territoriales, vraisemblablement, elle va disparaître à la suite. Même le problème de l'assurabilité des collectivités territoriales va se poser à la suite de ces émeutes. Donc c'est quand même extrêmement, si vous voulez, c'est des événements qui sont extrêmement structurants. Un petit mot, c'est d'actualité également, en politique étrangère, à l'international, c'est Xi Jinping qui ne se rendra pas au G20 en Inde, a priori ce week-end. Comment est-ce que vous l'interprétez, la Chine dont l'activité connaît un freinage assez fort, hein. Alors, il y a 3 choses à dire sur la Chine elle-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la Chine le modèle chinois, lui aussi, est maintenant vraiment caduque. Et Xi Jinping a beaucoup fait pour le détruire. C'était un modèle qui était fondé, là aussi, que sur la Chine atelier du monde et en prise avec la mondialisation. Or, Xi Jinping a tué la demande intérieure avec la stratégie zéro Covid et la défiance qu'il a installée, puisque personne aujourd'hui l'espèce de contrat social de Deng Xiaoping, vous vous enrichissez, et du moment que vous ne touchez pas au monopole du Parti communiste, vous êtes libre, y compris de voyager. Donc ça, c'est terminé. Le fait d'avoir de nouveau une chape de plomb du Parti communiste sur les entreprises et la société, ça va tuer à terme l'innovation. Les exportations sont en recul de 14,5% sur un an, et l'investissement est à l'arrêt à cause du surendettement des collectivités et des entreprises. Donc, sans compter la crise immobilière. Et par ailleurs, il y a une crise immobilière qui est très importante, et l'immobilier, comme il n'y a pas d'État-providence en Chine, c'est l'épargne des Chinois, c'est 70% de leur épargne. Donc, la Chine est vraiment... c'est un trou d'air qui est ponctuel au niveau de la croissance chinoise. À vous écouter, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui est peut-être structurel. Non, après, il y a aussi, on n'a pas parlé de sanctions américaines aussi, sur la tech chinoise. Ou est-ce qu'il y a aussi... Oui, mais l'effet... Ou est-ce que tout ça, c'est, encore une fois... l'effet intérieur est beaucoup plus... C'est les conséquences, ce sont les conséquences des choix faits, encore une fois, par l'administration qui se tire toute seule une balle dans le pied. Ah oui, c'est vraiment je pense que c'est le résultat de la pensée Xi. La pensée Xi aura quand même fait passer la Chine de 9,5 à 3% de croissance. Et donc ça va poser des problèmes internes, et ça va aussi avoir des conséquences extérieures. Alors l'autre mouvement, et qui est mixte, hein, c'est que dans la stratégie de projection de puissance de la Chine, il y a les BRICS. Et du côté des BRICS, on a eu un vrai tournant avec l'intégration de 6 pays supplémentaires. Ça fait maintenant 45% de la population mondiale, 25% de la production. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine. Voilà, mais maintenant aussi avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Donc c'est la moitié du PIB de la planète maintenant. Presque, et surtout,
on voit qu'il y avait une vingtaine de candidats. Donc, c'est vraiment en train de structurer le Sud. De l'autre côté, on a le G20, qui est une création d'ailleurs à l'origine française. C'était une idée tout à fait bonne de Nicolas Sarkozy. Et on voit très bien que là, il y a deux problèmes pour la Chine. D'abord, la Chine est vraiment sur son axe anti-occidental. Le G20 est quand même une invention de l'Occident. Et donc, la Chine, elle pourrait être un trait d'union, justement, oui, aussi. Hein, oui, mais la Chine privilégie maintenant le Sud global et les BRICS sur le G20. Et par ailleurs, ce G20 se déroule à New Delhi. Et maintenant, il y a une rivalité qui est extrêmement forte entre l'Inde et la Chine. C'est-à-dire que c'est pas... Et l'Inde, d'ailleurs, n'était pas favorable à l'élargissement rapide des BRICS. Et c'est la Chine qui l'a emporté. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 7% de croissance. La Chine, c'est 3%. En matière démographique, c'est un autre problème pour la Chine. Oui. Il y a une baisse. Oui, mais une baisse, comme sans doute, on va le voir, mais comme sans doute on n'a jamais connu dans l'histoire, tellement elle va être rapide et violente. Et l'Inde va continuer à croître. Et donc, il y a une double rivalité. L'Inde souhaite devenir l'atelier du monde version numérique à la place de la Chine. Et par ailleurs, l'Inde s'oppose directement à la Chine pour être le leader du Sud global. Et Modi, Modi promeut un modèle indien qui peut aussi séduire le Sud. Alors l'Inde ressemble de plus en plus à une démocratie illibérale, mais moins autoritaire que Modi est reçu comme une rockstar dans la plupart des pays du monde. Et le modèle chinois, aujourd'hui, il fait rêver personne. Modi arrive, lui, à faire rêver autour du modèle indien, même si l'Inde part de beaucoup plus loin aujourd'hui que la Chine. Donc, il y a cette rivalité. Donc, vous voyez, deux effets structurants et de réflexion. D'abord, le Sud global contre l'Occident, et ensuite la rivalité qui est en train de monter entre la Chine et l'Inde, sachant qu'il y a aussi des affrontements militaires qui se poursuivent dans l'Himalaya. Avec quelles conséquences on finit là-dessus, de ce ralentissement économique chinois, quand on passe de 9% à 3% de croissance? Quelles conséquences en termes de politique intérieure et quelles conséquences pour le reste du monde? Alors pour le reste du monde, la Chine, ça a longtemps été le tiers de la croissance mondiale. Ouais. Donc ça va se voir. Mais au-delà, pour le reste du monde, c'est la fragmentation de la mondialisation qui est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que maintenant, entre le monde des sanctions, vous voyez par exemple l'autre grand... Ce qui est ressorti du sommet des BRICS, c'est la volonté très forte du Sud de dédollariser les échanges mondiaux. Donc on voit ces blocs qui se mettent en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interdépendance, mais que maintenant, ce n'est plus les marchés qui les gèrent, les flux sont sous contrôle des États. Ça veut dire peut-être moins d'inflation aussi soit... sur les matières premières, si la Chine ralentit, ça veut dire moins Ah non, plus on fragmente l'espace mondial, de toute manière, la démondialisation, c'est forcément moins de croissance et plus de hausse des prix. Ça, y a pas de... Oui, mais une Chine qui consomme moins de pétrole et moins de métaux stratégiques, c'est aussi une pression moindre sur l'énergie. Alors, sur l'énergie aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le problème c'est que oui. Arabie Saoudite et Russie, voilà, et que finalement le pétrole conserve un rôle de prix directeur sur le marché de l'énergie. Mais au-delà des matières premières, si vous voulez, il y a toutes ces chaînes de valeur qu'on avait optimisées qui permettaient d'être... La vraie baisse des prix, elle a été faite par la mondialisation depuis la... Et en démondialisant, on va contribuer aux hausses de prix. Regardez par exemple, d'ailleurs y compris sur les matières premières agricoles, le fait pour la Russie d'avoir bloqué le commerce en mer Noire, ça se traduit par une augmentation très forte des matières premières agricoles. Et sur le reste, je pense que le ralentissement chinois, qui pose d'énormes problèmes, puisqu'on voit que la Chine a décidé d'arrêter de publier les statistiques sur le chômage des jeunes, ce qui va être un vrai problème social. Il va y avoir un vrai problème sur les classes urbaines. La Chine va être rattrapée par la trappe des pays à revenus intermédiaires. Et les nouvelles classes moyennes, elles vont souffrir. Et donc, je pense que... Elle vient un grand bond en arrière, la Chine, selon vous? Oui, et la seule contrepartie que va pouvoir donner le Parti communiste, c'est plus de nationalisme et plus d'agressivité extérieure. Tout ça n'est pas de bon augure. Donc voilà, c'est un bond en arrière que vit aujourd'hui, que fait vivre à la Chine. Oui, bien sûr, parce que de toute manière, c'est ce qu'on avait vu pointer, c'est le retour du modèle maoïste, et c'est le fait, ce qu'on avait voulu oublier, que la Chine reste
un pays totalitaire, et un pays totalitaire sur un totalitarisme qui est un vrai totalitarisme du XXe siècle, avec idéologie et donc la pensée Xi et donc la pensée marxiste. Deuxièmement, le monopole du parti, l'absence totale de pluralisme. Maintenant, un contrôle idéologique des entreprises, mais aussi des universités, de la recherche, un quadrillage de la société avec la principale innovation, c'est que maintenant il y a un Big Brother numérique pour, ça se finit comment, pour contrôler tout ça. Ça se finit comment, cette histoire de totalitarisme exacerbé? Alors, la compétition entre les empires autoritaires et les démocraties, ça va au-delà de la Chine. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est de savoir, effectivement, ça risque, soit ça se termine par un affrontement militaire, soit ça se termine par l'effondrement intérieur des uns ou des autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les démocraties, elles ont aussi leurs problèmes. Quand on regarde l'élection présidentielle américaine, c'est quand même très inquiétant. En Europe, c'est plutôt les modèles économiques qui sont très, très atteints. Évidemment, partout, on a aussi l'attaque de l'extrême droite. Et puis l'autre chose qui est très importante et qui nous ramène à notre conversation, la deuxième variable, c'est le Sud. Si les empires autoritaires arrivent, ce qu'ils ont commencé à faire, à embarquer le Sud vraiment de leur côté, c'est vrai que l'Occident va être extrêmement marginalisé. Là où je pense qu'il y a des cordes de rappel, c'est que ce qu'on a dit, la Chine peut offrir des financements, peut offrir des aides à des dictateurs, mais elle n'offre pas de vrais modèles alternatifs. Et quand la Chine et la Russie justifient l'impérialisme et le colonialisme du XXIe siècle au nom de la dénonciation de l'impérialisme et du colonialisme du XIXe siècle, il y a des moments où ça va quand même... on voit par exemple sur les nouvelles routes de la soie, les gens se posent de plus en plus de questions. Le Sri Lanka a basculé dans le chaos, le Monténégro a été mis en faillite, l'Éthiopie a basculé dans la guerre civile et le surendettement, donc il y a beaucoup de séquelles qui sont laissées. Mais en face, pour l'instant, il faut être clair. L'alternative. Il faut l'Ouest et que l'Occident propose une offre alternative. C'est ce qui avait été dit, par exemple, par les Éthiopiens, par un certain nombre de pays du Sud, c'est-à-dire la Chine est ce qu'elle est, mais elle nous promet et elle délivre des ports, des aéroports et des lignes ferroviaires. Vous, quand on vous demande quelque chose, vous nous donnez des leçons, mais rien de plus. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces pays du Sud, dont le poids est quand même maintenant très très important, par ailleurs, il faut qu'on accepte qu'ils ont leurs agendas et ils ont leurs problèmes. Et quand ils nous disent, le problème de l'Occident, c'est que vous considérez que vos problèmes sont ceux du monde entier, mais nos problèmes, à vos yeux, n'existent pas. Eh bien, si, ils existent. Donc, ils ont des problèmes de sécurité alimentaire, ils ont des problèmes d'accès à l'énergie, et il ne suffit pas de leur dire « vous n'avez pas le droit d'exploiter vos ressources fossiles ». Ça n'a aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes de surendettement, ils ont des problèmes de nécessité de s'équiper en infrastructure. Et bien, sur tous ces points, il faut qu'on apporte des solutions. Allez, merci beaucoup. Toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Nicolas Bavrez, économiste et historien, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.